Bonjour, bienvenue au Théâtre du Crime. La semaine dernière, nous sommes restés dans l'attente de savoir ce que le rapport des experts psychiatriques et de l'expert en toxicologie va pouvoir nous apporter. Tout dépend, bien évidemment, non pas du rapport d'expertise psychiatrique, mais du rapport de l'expert en toxicologie. Tout le monde s'attend bien évidemment à ce que ce rapport accable le docteur Bougra. Qu'est-ce que le rapport peut bien dire? En le lisant, le juge d'instruction a failli avaler son sifflet. En le découvrant, le procureur de la République a failli s'étouffer d'une pneumonie d'hermine. En le lisant, le procureur général a failli faire une syncope. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce rapport? Pourquoi le juge, le commissaire, le procureur vacillent en le lisant? Il n'y a que le professeur irréprochable en toxicologie conclut, tenez-vous bien, contre toute attente, au fait que Rumeb est mort des suites, des conséquences de l'injection du traitement contre la syphilis. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, cette conclusion est inattaquable, fait l'objet de monceaux d'études, c'est une évidence médico-légale. Quelle va être la réaction du juge? Quelle va être la réaction du procureur? Il pourrait normalement prendre acte de ce que l'expert désigné par eux, attention, ce n'est pas un expert pris par Bougra, choisi par sa famille, non, c'est un expert que le juge d'instruction a désigné parce qu'il a confiance en sa rigueur. Il pourrait en tenir compte, classer l'affaire. Non. Le juge au sifflet, le fouilleur de poubelle pour les chats, l'amateur d'exécution capitale veut sa proie. Il la veut. Alors il invente un stratagème incroyable. Le 30 mars, le facteur arrive au palais de justice de Marseille, place Monthyon. Il toque à la porte du juge, un peu toqué, et il lui remet une lettre que le juge s'empresse d'ouvrir, dans laquelle il va lire quoi? Il est souriant. Le soleil se lève, tout va bien, il relit la lettre et il découvre qu'un co-détenu de Bougra le dénonce. La lettre est signée G égale M. G égale M. Que va faire le juge? En général, une dénonciation anonyme de ce type est prise avec beaucoup de mépris, quoique depuis, il faut reconnaître que les dénonciations ont fait fureur dans la justice, avec le statut des repentis, avec les lettres anonymes qui arrivent dans les journaux et qui déclenchent des enquêtes du parquet national financier. On est aujourd'hui beaucoup plus en appétit quand il y a des lettres de dénonciation que dans les années 1920, encore que pendant la Seconde Guerre mondiale, la France fut arrivée en tête des pays où on dénonçait anonymement les voisins. Passons. Que va faire le juge? Il prend son chapeau, s'assure que son sifflet est bien autour du cou, sa canne, se fait accompagner par des sergents de ville, comme on disait alors, et il s'en va fouiller dans la cellule de Bougra, bien évidemment. Et là, il découvre une lettre qui semblerait dire que Bougra
a essayé de faire intervenir des témoins, bien sûr faux témoins, pour le tirer d'affaire. Bougra sourit, toujours cet éternel sourire qui va peut-être l'emmener jusqu'à l'échafaud. Et il fait remarquer au juge que G égale M signifie pas, comme le magistrat le croit, gangster mort. Oui, il faut que je vous le dise, parce que le magistrat, quand il voit G et M, interprète tout de suite cet hiéroglyphe sanglant. G, c'est gangster, et M, c'est mort. Non, lui dit Bougra, mais vous croyez que j'ai pas vu venir votre mouton? Je l'ai vu arriver de très loin, bien que je ne sois pas berger en traître. Je l'ai vu arriver de très loin, et j'ai mis G égale M sur la lettre que vous venez de trouver, pour vous montrer que je pensais que Gauthier, c'est le nom du délateur, était un mouton. Bon, arrivé à ce stade de l'affaire, faisons le point sur les charges. Contre Bougra, il y a sa mauvaise réputation, ses difficultés financières, le fait quand même qu'il a recélé un cadavre, le fait qu'il a voulu prendre l'argent. Donc c'est un receleur de cadavres, un voleur, mais pas un assassin, si l'on s'en tient au rapport du médecin toxicologue. L'audience va bientôt s'ouvrir le 22 mars 1927 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, celle-là même où plusieurs fois j'ai plaidé dans de nombreuses affaires, une cour d'assises sombre, exiguë, toute vieillotte, où l'on avait jugé les Oustachis et où Bougra va comparaître pour savoir s'il gardera la tête sur les épaules. Il y a foule dans la salle des pas perdus de la cour d'appel d'Aix-en-Provence où trône au fond la statue de Mirabeau, le doigt pointé. La cour d'assises est sur la droite, à l'entrée, et tout un peuple de passionnés, de curieux, mais vous ne pouvez pas imaginer, comme à l'époque, les procès de cour d'assises attiraient du monde. Il y a là toute une foule qui se presse pour voir l'extraordinaire histoire de l'homme au cadavre dans le placard. La cour d'assises, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Il y a les acteurs dont il faut donner les noms et les rôles. On a le président Bérenguier, Binocle, Bigot et Bornet. On a l'avocat général Siam et on a comme greffier Monsieur Sylvestre et l'avocat de Bougra est maître Stéphanie Martin, un ténor de l'époque, un bel avocat qui va tout faire pour tirer d'embarras son client. Le président ouvre l'audience après que les jurés aient été tirés au sort. Alors à l'époque, il faut savoir que les jurés et la cour, c'est-à-dire le président et ses deux conseillers, ne délibèrent pas en même temps. Les jurés se prononcent sur la culpabilité et la cour sur la peine. Il faudra le régime de Vichy pour rétablir un système qui est toujours en place du reste, tranquillement, qui fait que les magistrats siègent avec les jurés. Comme ça, on tient un peu mieux les jurés. Le président fait une annonce qui surprend tout le monde. Il indique que ce procès doit se dérouler dans la plus grande impartialité, dans le plus grand respect, etc., etc., ce qui fait dire à un chroniqueur judiciaire de l'époque, je crois Géo London, que ça va mal se passer, parce qu'en général, quand un président commence par dire qu'il va être impartial, c'est qu'il va être très partial. On sent, c'est ce que diront les chroniqueurs judiciaires, c'est passionnant de lire la chronique judiciaire de cette époque, parce qu'on avait des journalistes qui vraiment suivaient le procès, écrivaient, on était lecteurs à l'époque, et on découvre des portraits absolument extraordinaires des magistrats en place, de la manière dont ils conduisent les débats, et on sent tout de suite, les journalistes le diront, que le président de la cour d'assises, un planqué de la guerre de 14, un qui n'a pas fait la guerre, supporte mal de voir ce militaire devenu médecin, qui a la croix de guerre, qui a de nombreuses décorations, et on a un peu l'impression que c'est le conflit entre rond de cuir et décoré de la Grande Guerre. Bien évidemment, le grand moment, ça va être l'interrogatoire
par le président de la cour d'assises du mouton, de celui qui a fait la lettre anonyme. Alors là, tout le monde est consterné par la manière onctueuse, polie, prudente, dont le président va traiter cette balance. Ancien délinquant, toujours délinquant, incarcéré pour des faits de vol, d'escroquerie, repris de justice, menteur invétéré, tamponné, estampillé. Non, on l'écoute avec infiniment de respect, comme s'il avait été témoin de l'archevêché. On prend des gants, pas des gants de boxe, les gants de boxe, ça sera pour d'autres témoins, non, des gants de soie. Vous me direz, il paraît que il y a souvent de la merde dans les bas de soie, selon Talleyrand. Bon. Enfin, le témoin qui accable Bougra est traité avec condescendance et le président de la cour d'assises lui accorde un crédit parfait. Et puis vient un grand moment. Dans cette nuit d'ombre, on voit apparaître le colonel Malandrin qui a eu sous ses ordres Pierre Bougra et qui, sur le front des troupes, dans le vent de Salonique, l'avait décoré. Cet homme fort, courageux, défend Bougra jusqu'au bout. Il dit qu'il a pu mentir, il dit qu'il a pu se laisser emporter par la drogue, qu'il a pu se laisser emporter par l'alcool, qu'il a pu se laisser emporter par les femmes, qu'il a pu se laisser emporter par le jeu. Il dit à quel point tous les hommes qui ont connu ce charnier de 14-18 ont été délabrés. Il dit il n'y a pas eu que des gueules cassées dans cette guerre, il y a eu des âmes cassées aussi. Et si on répare les gueules cassées, on n'a jamais pu réparer les âmes cassées. Le président le traite avec un mépris absolu, comme s'il était un faux témoin. Ça choque tout le monde. La salle même se met à hurler à tel point que le président Béranguier, retenons son nom, va dire « si ça continue, je fais évacuer la salle », ce qui lui vaudra le lendemain un article de Léon Daudet dans l'Action française qui dira « c'est le président qu'il faut évacuer ». Il reste maintenant à entendre le témoin central, le témoin qui sauve, le professeur en toxicologie. Comment va-t-il être accueilli par ce président suave avec le délateur, impitoyable avec le colonel? Le professeur de toxicologie s'avance dans la dignité des professeurs de médecine de l'époque. Il fait son témoignage tranquillement et il confirme qu'il s'agit d'un accident thérapeutique. Il étaye son propos, il développe sa thèse, c'est scientifique, c'est inattaquable. Il a été désigné par l'accusation, il n'est acheté par personne. Visiblement, le président de la cour d'assises cherche à mettre en difficulté l'expert. Alors il lui pose une question toute bête. Comment expliquez-vous, s'il s'agit d'un accident, que le docteur Bougra ait caché le cadavre dans un placard? Enfin, s'il s'était agi d'un accident, il aurait alerté tout de suite les autorités. Pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de cacher le cadavre s'il ne l'a pas s'il n'a pas volontairement assassiné Rumeb? Le professeur en toxicologie répond en souriant, avec un de ces sourires qui dit, qui murmure, qui susurre « pauvre imbécile ». Il répond « mais moi je suis expert en toxicologie, je ne suis pas médecin psychiatre, donc je ne peux pas vous expliquer les raisons pour lesquelles un fou se comporte comme un fou, un déséquilibré se comporte comme un déséquilibré, un traumatisé se comporte comme un traumatisé. » Ouh, mais ça ne plaît pas du tout au président. Et alors, à ce moment-là, on voit se lever
sur le côté gauche, l'avocat général. Vous savez, le homard, tout de rouge vêtu, qui, d'une voix incroyable, mais alors qui semble venir d'un théâtre des années 1887, commence par approcher le professeur en toxicologie avec des circonvolutions verbales, des politesses incroyables, en rappelant le respect qu'il a pour la fonction, etc., etc. Et puis d'un coup, il pose la question suivante: est-ce que le docteur Bougrat, professeur, et là il a le sourire du chasseur méchant, il n'aurait pas été un de vos anciens élèves par hasard, et vous auriez oublié de le dire? Quelle va être la réaction du professeur en toxicologie? Mais il répond à l'avocat général tout rouge, dans sa robe rouge. Il lui répond: mais je sais, j'ai vérifié avant d'accepter l'expertise. J'ai voulu vérifier, car si le docteur Bougrat avait été un de mes élèves, je me serais, comme on dit, déporté. Je n'aurais pas fait l'expertise. Mais j'ai vérifié, il est venu une seule fois, à un seul cours, sans que je le repère, sans que je lui parle, sans que je le connaisse, sans que je l'approche, sans que jamais entre lui et moi il y ait le moindre contact, le moindre souffle, rien. Donc j'ai pu m'autoriser à faire l'expertise sans qu'on puisse m'accuser quelque part de la moindre compromission, et je trouve votre réflexion insultante. Le homard se rassied, mécontent que ses pinces ne se soient pas refermées, et vient le deuxième expert, le docteur Degrèze, qui confirme exactement les conclusions du premier expert. Il ajoute même qu'il a dû subir la tyrannie du juge d'instruction qui voulait absolument des conclusions accablantes, mais il dit que la science est la science et qu'on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. On a donc deux experts qui viennent dire à la cour et aux jurés qu'il s'agit là d'un accident thérapeutique. Que dit la presse? C'est intéressant quand même de connaître à l'époque l'opinion publique. La presse, elle est complètement favorable à Bougrat. Elle reconnaît qu'il s'est mal comporté, elle reconnaît qu'il n'aurait jamais dû cacher le cadavre dans le placard, elle reconnaît que c'est un voleur, elle reconnaît qu'il a une morale titubante, elle reconnaît tout, mais elle dit, au vu des constatations faites par les deux experts, on peut le juger pour vol, on peut le juger pour recel de cadavre, mais on ne peut pas le juger pour un crime. Impossible. Que va faire la cour d'assises? On entre maintenant dans le moment fatidique, celui où sonne le glas. La parole va être donnée à l'avocat général, à la partie civile d'abord, à l'avocat général ensuite, puis à l'avocat de la défense. Et après, on va avoir le verdict. Je lève dans quelques instants le rideau sur cet extraordinaire moment où vont s'affronter les avocats de la partie civile, l'avocat général et l'avocat de la défense. Dans un silence de cathédrale, non, plutôt dans un silence de cour d'assises. Vous me direz, entre la cathédrale et la cour d'assises, parfois il y a beaucoup de points communs. L'avocat général, tout de rouge vêtu, un peu raide, sec, se lève pour requérir, pour démontrer aux jurés que le bon docteur est en réalité un horrible assassin. Alors là, âme sensible, prenez garde. Si vous n'êtes pas habitué aux films d'horreur, si vous n'avez pas une certaine accoutumance à ciné frisson, ce que je vais vous lire soit peut vous faire mourir de rire, soit vous faire mourir de peur. Voici le texte qu'on a retrouvé
Je vais essayer d'y mettre la voix, mais d'après ce qu'on a pu lire dans la presse de l'époque, c'était une voix inimitable qui semblait venir d'outre-tombe. L'avocat général prononce debout, dans sa robe rouge, couleur sang, les paroles suivantes en regardant bien évidemment le docteur Bougrat et en pointant son doigt accusateur sur lui. Vous allez voir, cet avocat général il est extraordinaire, il fait tourner les tables, il fait ressusciter les morts, il fait venir les fantômes dans la cour d'assises. La salle est pétrifiée au début et puis après, progressivement, vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes, est secouée de rire. Allez, écoutons l'avocat général. Je m'excuse pour l'imitation, mais je me réfère pour trouver le ton aux articles de presse. Ombre de Rumeb, s'écrie-t-il, réveillant du reste tout le monde. Apparaît dans cette enceinte. Tout le monde se tourne vers la porte pour voir si le fantôme de Rumeb ne va pas entrer. Dresse-toi devant cet individu. Et il pointe le doigt sur le docteur Bougrat, tellement qu'on aurait pu s'imaginer qu'il allait, malgré la distance, lui crever l'œil. Fantôme pitoyable dont les restes mortels, par le fait de ce lâche, demeure sans sépulture, pardonne à la justice qui fut oubliée d'envoyer de Marseille à Lyon tes restes putréfiés. La salle commence quand même à rigoler un peu. On cherche le zombie. L'avocat général, servi par l'éclairage, comme on dit au cinéma, la nuit commençait un peu à tomber parce que ça faisait un moment qu'il essayait de réveiller les morts, continue sur le même registre funèbre son envolée extraordinairement ectoplasmique, comme aurait dit Salvatore Dali, d'une voix tremblante qui le fait trembler tout entier, des pieds à la tête, voire même des pieds à la tête et du cheveu. Il ne porte pas la toque, heureusement, sinon celle-ci aurait pu bouger de manière qu'on puisse la croire hantée, et il s'écrie « Retourne-toi vers cet homme qui se disait ton ami, qui t'assassina pour t'arracher un dépôt sacré d'argent qu'on t'avait confié. Dis-lui que tu étais jeune encore, dis-lui que la vie s'ouvrait encore belle devant toi, que tu avais à tes côtés une femme adorée, une femme honorable, non pas une André Audibert. » Là, il fait référence à André Audibert, la pute. Le public, franchement, d'après ce que les journalistes racontent, se retient de rire parce qu'on ne rit pas en cour d'assises, ça n'est pas possible, ça n'est pas permis. Le président, lui, reste imperturbable, il écoute les morts parler. Cette éloquence pour ce château écossais, visiblement, le ravit, il est content, cette éloquence d'outre-tombe lui convient. Dommage que le juge d'instruction, qui lui aimait assister aux exécutions capitales, ne fût pas là. Il aurait pris, comme on dit, son pied ou sa pompe funèbre. Enfin, dans un grand appel d'air, l'avocat général, donnant l'impression qu'il va chercher dans ses poumons un souffle infernal pour brûler définitivement du châtiment la peau, les os et l'âme du docteur Bougrat, lui dit, s'adressant bien sûr à Rumeb. Alors là, il se tourne, l'avocat général, d'après ce que disent les journalistes, et évidemment la salle le regarde parce qu'on se demande toujours vers qui un avocat général peut se tourner, et il s'écrie d'une voix, paraît-il, qui était très aiguë. Par moments même, elle se brisait. Une petite voix, quoi. Tourne-toi vers lui et dis-lui que tu l'aimais comme un frère d'armes. Dis-lui que les morts n'ont pas de haine, mais qu'ils implorent quelquefois la justice. Tourne-toi alors au Rumeb vers les jurés. Là, les jurés commencent à frémir. Demande-leur cette justice et dors en paix. Et l'avocat général grandiloquent se rassied en ayant bien fait comprendre qu'il ne voulait aucune circonstance atténuante et qu'en conséquence, ce qu'il souhaitait,
c'est que la tête du docteur Bougrat fut décapitée. La foule, qui est complètement chamboulée de rire, reprend ses esprits parce que la parole est maintenant donnée à la défense. Et là, on a affaire à un bel avocat qui va essayer de toutes ses forces de démontrer que le docteur Bougrat n'est pas coupable du crime dont on l'accuse, puisque les expertises l'exonèrent, puisque 2 médecins irréprochables, choisis par l'accusation elle-même, sont venus affirmer qu'il ne pouvait pas s'agir d'un crime, mais seulement d'un accident thérapeutique. Il va tellement bien plaider, tellement émouvoir la salle que cette foule qui tout à l'heure riait, maintenant pleure. Vous me direz, c'est une magnifique allégorie des choses de la vie. On pleure, on rit, on pleure. Et au moment où l'avocat de l'accusé se rassied, épuisé, ayant donné toute sa force dans la défense de cet homme, la salle ne peut s'empêcher de se lever et d'applaudir. Le président, évidemment, fait taire la salle, sinon il la fait évacuer, et les jurés se retirent, puisque là, à l'époque, ils ne délibèrent pas avec les magistrats. Comme je vous l'ai dit, il faudra attendre le régime de Vichy pour que juges et jurés délibèrent ensemble. Les jurés se retirent et dans le conclave du délibéré vont décider si le docteur Bougrat est coupable ou non et, attention, point important, s'il est coupable, s'il existe ou non des circonstances atténuantes. S'il n'y a pas de circonstances atténuantes, c'est au bout de la route la guillotine. S'il y a des circonstances atténuantes, les magistrats pourront décider de la peine. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre ce que les jurés vont décider.